Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Aujourd'hui, je vous envoie une invitation officielle à ma soirée pyjama. Au programme, ragots, cocktails et pizza. Attention, soyez à l'heure et une fois arrivés, fermez bien la porte derrière vous. On ne voudrait pas que des personnes non invitées se joignent à nous. Si vous devez sortir prendre l'air, n'y allez jamais seul. À ce qu'il paraît, c'est trop dangereux. Ou alors est-ce de la paranoïa ? Après tout, qui pourrait vouloir nous faire du mal ? All the girls are planning a party. It's a slumber party for old time's sake. Be on the lookout for an uninvited guest. The party begins at 8 o'clock. All the girls are coming. Except Mary and Linda. And they won't be missed. There'll be plenty of surprises. Hello! And non-stop action. Courtney, run! You know you want it. One thing's for sure. No one's getting any sleep the night of the Slumber Party Massacre. En apparence, Slumber Party Massacre est un slasher comme un autre des années 80. Des amis de lycée décident de faire une pyjama party, Slumber Party littéralement soirée pyjama en anglais. Évidemment ça tourne mal et elles se font massacrer une à une par un mystérieux tueur. Tout est dans le titre. Vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire dessus. À commencer par les dessous du film, à savoir sa réalisation, et plus particulièrement son écriture. Parce que oui, Slumber Party Massacre est réalisé et écrit par deux femmes, Amy Holden-Jones et Rita Mae Brown, qui sont par ailleurs absentes des projets des suites. À l'origine, Amy Holden-Jones était monteuse, mais cette expérience finit par la frustrer. Elle veut faire son propre film. C'est en recherchant un scénario à adapter qu'elle tombe sur le travail de Rita Mae Brown, qu'elle choisira donc comme co-script pour travailler sur son projet Sleepless Nights, qui avec le temps se renomme Slumber Party Massacre. Et là, il faut qu'on parle de Rita Mae Brown et de ses intentions avec ce film qu'elle a accepté d'écrire. Dans les années 60, Rita est hyper engagée politiquement. Non seulement dans des mouvements anti-guerre, mais aussi des mouvements féministes et lesbiens. Bien qu'elle n'utilise pas le label lesbienne pour parler de sa propre sexualité, elle est très impliquée dans la lutte pour les droits des personnes lesbiennes. Elle a par ailleurs cofondé The Furies Collective, soit un des premiers collectifs féministes séparatistes lesbiens américains, qui met en lumière le caractère politique du lesbianisme. En plus de vivre en communauté dans une maison sur California Street, les 12 femmes écrivent ensemble un journal simplement appelé The Furies. On y retrouvait de la poésie, mais aussi de l'information sur le mouvement des femmes lesbiennes, comme sur les organisations et autres collectifs. Le but était aussi, avec ce journal, de signifier aux femmes du pays qu'elles n'étaient pas seules, et ainsi créer un sentiment de communauté. Chez elles, elle donnait aussi plusieurs cours sur différentes théories féministes, et organisait notamment des projections de films pour ensuite en discuter. Le collectif n'a hélas duré que 2 ans, mais est encore aujourd'hui connue pour ses idées radicales et politiques. Niveau carrière, Rita est autrice de fiction. Elle a par ailleurs incorporé ses valeurs et ses combats dans certains de ses livres, comme dans Ruby Fruit Jungle, un coming of age qui relate une expérience de jeune femme lesbienne. Après avoir écrit le script de Slumber Party Massacre, elle a travaillé sur d'autres projets de films, mais ce sont les livres qu'elle préfère écrire. Tout ce que je viens de dire peut sembler anecdotique, mais je vous assure que c'est pas le cas. Au contraire, c'est assez important pour moi de vous donner ce contexte, parce qu'il est assez important dans la discussion du film. Parce que, en tant qu'auteur ou autrice, on n'est forcément jamais neutre, et il est intéressant quand on analyse une œuvre, de se pencher sur les intentions derrière cette œuvre. Qu'est-ce que Rita Mae Brown et
Amy Holden Jones avait en tête en faisant ce petit slasher. Et là, c'est assez drôle, parce qu'on va se retrouver avec une situation qui, personnellement, me fait un peu penser à ce qui s'est passé avec Jennifer's Body dont on parlait dans l'épisode passé. On a un film qui est créé par 2 femmes, dans un genre qui est généralement dominé par les hommes. Des codes du genre en question vont catégoriser le film, le réduire à seulement une partie de ce qu'il est vraiment, réduisant au silence une grande partie de son discours. Comme le marketing a donné une fausse image de Jennifer's Body, l'implication du réalisateur Roger Corman par la boîte de prod New World Pictures, qui est d'ailleurs la sienne, dans Slumber Party Massacre, a forcé Amy Holden Jones à garder son film dans le ton du slasher de l'époque. Quand je dis de l'époque, c'est les années 70-80. Un ton que Carol Clover, dans son livre Men, Women and Chainsaw, qualifiait de pornographique. Tant il utilise la nudité des corps de femmes, surtout des jeunes femmes évidemment, pour vendre. Et en parlant de nudité, il y en a dans ce film, peut-être un peu trop et trop non critiqué, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. En tout cas, comme Jennifer's Body, Slumber Party Massacre a eu une réception mitigée à sa sortie, mais aujourd'hui, il est en train de revivre en tant que petit bijou classique pour les fans hardcore d'horreur et de slasher. En écrivant le script, Brown avait dans l'idée de faire une parodie du genre pour se moquer des slashers de l'époque. Pour rappel, le film sort en 1982. À cette époque, on avait donc déjà découvert des classiques comme Halloween, The Texas Chainsaw Massacre ou encore Vendredi 13. Est-ce que c'est pour ça que Jones et Brown voulaient faire quelque chose de différent ? On ne sait pas. En tout cas, je n'ai trouvé l'info nulle part. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs si je manque de quelque chose ici. Toujours est-il qu'à la base, ce film devait être une parodie plus ou moins légère du genre, tout en restant un slasher qui s'inscrit dans les codes déjà définis à l'époque. C'est-à-dire un groupe d'ados plus ou moins insouciants et insouciantes, un tueur anonyme, des meurtres à l'arme blanche et une final girl. Oui, mais, sauf qu'il y a des choses à dire sur chacun de ces éléments qu'on va reprendre un à un. Vous verrez qu'il y a pas mal de nuances à donner à ce film et à sa vision plus ou moins féministe. Quit glomming all the chips. This is the best time to do it before Diane gets here and eats them all. Quit glomming the joint. What did the guy see in her anyway? She's beautiful. I think she has a big mouth. Hey, it's not how big your mouth is. It's what's in it that counts. What I don't see is what she sees in John Minor. Maybe what we don't see. Hey, it's not how big it is, remember? It's what's in it that counts. Les protagonistes de Slumber Party Massacre sont des jeunes femmes, toutes élèves dans le même lycée, se connaissant plus ou moins bien. On suit à la fois un groupe de copines dont le seul but est de se retrouver pour une soirée gossip et pyjama, et à la fois Valérie, invitée à la fête, mais qui est pas très chaude d'y aller pour des raisons pas hyper développées, à part le fait qu'elle en a entendu quelques-unes qui se moquaient d'elle. Ce qu'il y a à dire, c'est que même si chacune des filles du groupe a un nom, on a Trish, Kim, Jackie et Diane, on peine à s'en souvenir à la fin. C'est généralement courant dans les films de ce genre où les personnages sont en fait plus des archétypes que des vraies personnes, dont on s'en fout un petit peu d'ailleurs parce que on est juste là pour les regarder se faire dézinguer. Et pourtant, les dialogues changent absolument tout. Je suis sûre que vous avez déjà vécu un cringe monumental en regardant un teen movie où chaque mot que dit les ados a l'air d'avoir été écrit au choix par un vieux mec de 50 ans ou une IA qui connaît rien aux interactions humaines. Et je suis hyper contente de vous dire que dans ce film, les dialogues ne sont ni cringe ni irréalistes. Alors oui, il y a pas mal de banalités, on reste sur des discussions d'ados, mais ce sont des discussions qui sont hyper réalistes et qui du coup donnent tout de suite une impression de vrai. Mon idée, c'est que, vu que c'est une femme qui s'est occupée de l'écriture, elle devait en savoir 2-3 choses sur ce qui se raconte entre potes meufs, en tout cas plus qu'un vieux mec de 50 ans pourrait le savoir. En plus de ça, pendant leur soirée pyjama, elles parlent de garçons de façon assez crue, mais pas seulement. Elles boivent de l'alcool, elles fument de la weed en parlant de basketball, ce qui s'éloigne quand même vachement des images clichés de filles en pleine bataille de polochons en gloussant comme des enfants ou des idiotes. Je te vois Slumber Party Massacre 2. On a donc ça, qui est quand même assez positif, et en même temps, y a quand même quelques plans sur le corps de ces femmes qui auraient pu être évités.
Et ça nous rappelle bien ce que la réalisatrice ne pouvait apparemment pas oublier. Tu peux faire les commentaires que tu veux dans ton film, tant que tu y mets du sang et des boobs. Alors attention, le fait de montrer un corps nu n'est pas toujours de l'hypersexualisation, tout dépend comment c'est montré. Ici, surtout dans les vestiaires au lycée et quand elles se changent à leur soirée, on a quelques gros plans sur leurs fesses, ce qui rappelle le morcellement des corps typiques du male gaze. C'est un exemple qui montre qu'on peut effectivement avoir du male gaze même quand c'est une femme derrière la caméra. C'est d'ailleurs le seul élément qui me gêne en regardant ce film. Sans ça, je trouve qu'on est sur un très bon film, mais bon, encore une fois, je ne blâme pas Jones, mais Roger Corman. Corman, qui est d'ailleurs connu pour avoir plusieurs fois voulu imposer des scènes de viol à plusieurs réalisatrices ayant fait un film pour sa compagnie, et dont certaines actrices, avec la peur de se faire virer, se pliaient aux exigences de nudité sans en avoir véritablement envie. Un homme charmant, quoi. Il y a donc ce groupe d'amis, et puis il y a Valérie et sa sœur Courtney, qui habitent pas très loin de chez Trish où se passe la soirée pyjama. Valérie, elle ne fait pas partie du groupe, elle vient d'être transférée dans leur lycée et elle est un petit peu à l'écart. On peut directement penser qu'elle va être la final girl, ou sinon la prude, celle qui, contrairement aux autres filles, ne fait pas la fête, ne boit pas et ne s'intéresse pas aux garçons. Ce qui est plus ou moins faux. Elle et sa sœur aiment lire des magazines avec des jeunes hommes dénudés. Pourtant, Valérie, c'est la seule qu'on ne voit pas nue. Dans les douches du vestiaire, la caméra fait en sorte que jamais une fesse ou un sein ne dépasse. On sent donc déjà qu'il y a une différence entre elle et les autres, mais elle n'est pas aussi prononcée qu'on pourrait le penser. Et puis ensuite, il y a les garçons. Ils ne sont pas centraux à l'histoire, mais ils sont présents, en tant que petits amis pour certaines, mais surtout en tant que voyeurs. Plusieurs scènes du film nous les montrent en train d'observer des jeunes femmes, et la caméra se place à chaque fois à leur regard, qui découpe les corps pour n'en regarder que certaines parties les plus sexuelles. Oh my God. What'd they do? Did her parents? So they just made it. They didn't get caught. They just kind of flew out There she goes. really fast. But I'm So glad what's the I've big never been deal? in that situation, Oh, aren't me you? too. How embarrassing. What's the big deal? I don't get it. I don't get it. What do you get? The parents walked in on them while they were screwing. I don't think I've been giving Kim the attention she deserves. Could have guessed. But Stephanie didn't show up to third period, right? Yeah. And Joe hasn't been in class for really... Oh God, I bet they're glad to see each other. Oh, well, that's a problem, right? Yeah. I know, but they almost got caught, Diane. Well, it's their fault. They should have. You've never been in that position. What'd we do to deserve this? I think we died and went to heaven. C'est d'ailleurs toujours à leur insu qu'ils les matent, pour rajouter un malaise et aussi un commentaire du film que je vais détailler juste après. Entre ça et la scène où l'un des garçons insiste auprès de sa copine pour avoir du sexe, alors que, de base, elle ne venait le voir que pour un court instant avant de rejoindre ses amis, on n'est pas dans la représentation la plus brillante d'adolescents masculins. Sinon, ils sont plus bêtes que méchants et ont par ailleurs déjà été corrigés par les filles à cause de leurs conneries. Parlons maintenant du tueur, le fameux boogeyman qui n'en est pas vraiment un. Comparé à un Jason ou un Michael Myers, ici, le tueur, c'est qu'un homme, un être humain qui ne reviendra pas dans les suites puisque, spoiler alert, il est tué à la fin. Il est blanc, fait 40 ans, voire 50 ans, habillé dans une combi ouvrière bleue, a l'air obsédé par les femmes et misogyne et tient à la main une longue perceuse. Alors dites-le avec moi, on va le placer, c'est le symbole phallique. Oui, on en parle assez souvent, c'est un truc récurrent dans les slashers que Carol Clover a pointé, toujours dans le même livre. Dans les slashers, les armes utilisées sont rarement des flingues, mais des armes blanches, des couteaux à longue lame généralement. Ici, c'est une perceuse, mais la forme est plus ou moins la même. Les corps des femmes tuées sont transpercés par un objet long et dur, ce contre leur gré. Excusez-moi, mais c'est assez difficile de ne pas faire le rapprochement. Il n'y a qu'à regarder l'affiche officielle du film, les jambes écartées de l'homme en question avec la longue perceuse entre ses jambes, ça plus les phrases qu'il va lancer aux filles à la fin du film lors de son attaque finale, du genre « tu sais que tu en as envie et tu vas adorer ça », bon. Et c'est là que ça va devenir intéressant en fait, parce que on va mettre en parallèle cet acte, c'est-à-dire tuer avec une perceuse, et le fait de mater les corps en se cachant.
Parce que oui, dans ce film, le corps des jeunes femmes sont continuellement attaqués par les hommes, soit par leur regard, celui des garçons qui les observent et donc aussi par les angles de caméra, ainsi que par la perceuse du tueur. Un parallèle est fait entre ces deux intrusions, ces deux violences certes différentes mais destructrices à leur façon. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai encore plus apprécié ce film qui est devenu un film avec une vraie critique, qui est ok, pas forcément ultra défendu et qui est noyé par, comme je l'ai dit, un peu trop de nudité gratuite, mais honnêtement, qui a le mérite d'exister. Sorry, I didn't mean to scare you this time. Courtney, I've been looking everywhere for you. Let's go home. As far as I can see, nothing much is happening around here at all. I don't know. It seems pretty weird to me. I mean, why don't they answer the door, and why is the house so dark? Maybe they're just not home. Look, you stay here. I'm going around front just one more time, okay? Trish? Diane? Hello? Trish? Kim? Trish, I know that's Valerie. We have to answer. Hello? You remember what happened last time? We should stay right here. If she's here with help, they'll find us. Trish? Yeah, and if she's alone, maybe that guy'll find her. Maybe they're friends. Et puis enfin, il y a le symbole des slashers, la Final Girl. C'est le cas dans Slumber Party Massacre, ça aussi Carol Clover en parle, et elle explicite bien tout ça avec des codes bien précis. La Final Girl, c'est celle qui ne couche pas, qui est pure, qui n'est pas trop girly et qui prend les dessus sur le boogeyman en adoptant des traits typiquement masculins, ici la violence et les armes, dont donc le symbole phallique. Bien qu'on assiste à la survie non pas d'une, de deux, mais de 3 Final Girls qui se sont battues en retour avec des armes ou leur corps. Valérie sera d'ailleurs celle qui coupera la perceuse, faisant écho à la castration dont Clover parle dans son livre. Si on n'est pas en présence du personnage typique de Final Girl de l'époque, on reste sur une défaite du tueur relativement classique avec des persos féminins fortes, parce qu'elles ont utilisé la force et les armes contre lui. Le final est vraiment très jouissif. Il y a ce côté certes hyper anxiogène lorsque le tueur s'introduit dans la maison de Trish et commence à tuer une à une ses amies. Mais comme je vous l'ai dit, le film se termine sur la mort de notre terrible tueur. Et cette mort, elle arrive grâce aux différentes Final Girls, c'est-à-dire Trish, Valérie et Courtney. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait du bien à voir, c'est que il n'y a pas une Final Girl qui va être plus importante que l'autre, qui va être plus forte que l'autre et qui va démontrer sa force mieux que l'autre ou plus que l'autre. C'est-à-dire que à la fin, lorsque Trish est sur le point d'être tuée par le fameux tueur à la perceuse, c'est Valérie qui va la sauver en pourchassant le tueur avec un énorme couteau qui ressemble presque à une machette. Et puis plus tard, alors que le tueur se relève pour un dernier jumpscare, on a Trish qui vient à son aide et donc qui finalement la secourt en retour. Ce qui montre que, effectivement, l'une ne prend pas l'ascendant sur l'autre et elles sont toutes les deux très importantes. Par ailleurs, on passe beaucoup plus de temps et on voit beaucoup plus la violence et l'action que les personnages des filles exercent sur le tueur qu'inversement.
Les massacres ne sont pas forcément, ou même pas du tout, des spectacles. Ici, il n'y a pas tant de gore ni d'effusion de sang, ce qui appuie d'autant plus que le tueur et les meurtres sont en fait très similaires aux intrusions des garçons du lycée dans leur vie privée. Et puis en plus, nous sommes en présence des meurtres de filles et de femmes, mais aussi de garçons et d'hommes, qui se passent également majoritairement hors champ, probablement faute de budget, mais qui participent aussi à ce sentiment de non-spectacle. Quand le film est sorti, il a eu une réception assez mitigée. Amy Holden-Jones a été pas mal critiquée par des spectatrices pour s'être pliée aux exigences sexistes et misogynes de montrer des corps féminins nus, avec la fameuse technique du morcellement dont je vous ai parlé. Mais si vous vous rappelez les gros plans pas tellement nécessaires sur les fesses ou les seins, bah voilà, c'est ça. Et honnêtement, je peux comprendre ce genre de remarques. J'avoue que, pour autant que j'aime beaucoup ce film, je trouve que cet excès de nudité est légèrement dérangeant. Mais, pourtant, avec tout ce qu'on a autour, les personnages féminins loin des clichés, les personnages masculins tournés en ridicule, le rapprochement entre le tueur et son arme avec les garçons et leur regard, eh bien, je trouve personnellement qu'il serait dommage de condamner ce film. Oui, ok, il a quelques codes de slasher de l'époque qui sont arriérés, mais Jones et Brown, elle nous propose un film frais et qui change de tant d'autres qu'on a déjà vus. Et puis ça, c'est quelque chose à souligner, mais la franchise entière de Slumber Party Massacre est réalisée par des femmes, ce qui est tout de même assez rare pour l'époque. Je n'ai vu, au moment où j'enregistre cet épisode, que les 2 premières propositions, et honnêtement, je les aime beaucoup. Il y a quelque chose d'encore plus déjanté dans le second, et on y retrouve également pas mal de discussions autour de la sexualité féminine et l'angoisse face à ce qu'elle représente, mais aussi la peur de grandir dans un monde sexiste et rempli de violence à l'égard des femmes. C'est un petit peu la même chose aussi avec le premier film. Il y a de la violence qui est tout autour d'elle, il y a une intrusion qui est quasi constante dans leur vie privée, dans leur quotidien, que ce soit même avec des personnes qui, en soi, ne sont pas dangereuses, ou en tout cas pas dangereuses au même titre que le tueur. Par exemple, le voisin de Trish, il s'introduit dans sa maison sans le demander, sans le consentement de Trish, sous prétexte qu'il est l'adulte de la situation et il est là pour s'assurer qu'elle va bien. Mais finalement, quand on se pose 2 minutes, c'est quand même assez dérangeant et c'est quand même assez creepy, un homme qui rentre comme ça chez toi. Il y a aussi l'aspect du fait que le tueur, ce n'est qu'un homme en fait. Il n'a pas forcément de grandes particularités. Ce n'est pas un Michael Myers, ce n'est pas un Jason, c'est juste un mec. Et c'est ça aussi qui est intéressant à noter dans ce film. C'est notamment que, eh bien, la violence et la menace peut vraiment venir de n'importe qui, et même du plus random des mecs que l'on croise dans la rue et qui a des petits soucis d'obsession sur les femmes. Pour moi, il y a donc des thématiques qui sont vraiment intéressantes à décortiquer et à retrouver dans ce film que vraiment je vous invite à regarder. En plus de tout ça, ce film, je vous assure qu'il est vraiment très drôle. Pour ceux qui l'ont vu, je pense forcément à la scène de la pizza qui est juste absolument incroyable. He's dead, all right. No kidding. He's so cold. Is the pizza? La scène du frigo aussi, enfin la scène, la partie où on voit un frigo et un cadavre, voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu le film, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir, et j'espère en tout cas que le fait de s'en souvenir, ça vous a donné un petit peu le smile. En tout cas, moi ce film, il m'a beaucoup fait rire, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, Trish, mais aussi toutes ses amies et même Valérie, qui je trouve est très intéressante dans ce film. On a Courtney aussi, donc qui est la petite sœur de Valérie, qui est d'ailleurs dans le numéro 2. Le numéro 2 qui est lui aussi, comme je vous l'ai dit, complètement déjanté, complètement délirant, et les 15 dernières minutes sont juste absolument incroyables, c'est illégal d'être aussi génial. Donc voilà, je vous conseille fortement de regarder ce film, le premier en tout cas. Si vous voulez vous faire la suite, je vous conseille le 2. Je ne sais pas encore pour le 3, j'ai entendu qu'il était pas ouf, mais bon, à voir. Je suis quand même assez curieuse. Et il y a un remake aussi qui est sorti.
qui est sorti quand? Vous voyez que je suis absolument dans l'improvisation de la fin de cet épisode. C'est une horreur. Qui est sorti en 2021. Voilà, donc le remake qui est sorti en 2021, je ne l'ai pas vu, mais dédicace à The Horror Club qui m'a dit qu'il était bien. Donc, enfin qu'il était intéressant. Donc, je vais vous dire que je vous le conseille d'après The Horror Club. Je vais probablement aller le voir quand même, hein. J'ai pas envie de parler d'un film que je ne connais pas et que je n'ai pas vu. J'en parlerai peut-être, qui sait, on verra si je l'ai aimé ou pas. De toute façon, je vous dirai sûrement si c'est le cas. Et voilà mes chers ghouls, c'est ainsi que se termine mon épisode sur Slumber Party Massacre. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petites recherches, à réaliser et à enregistrer cet épisode. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai également créé un compte Instagram pour que vous puissiez me rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un nouveau film dans 2 lundis.